Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est François-Xavier Selleret, le directeur général de l'Agirc Arrco. Bonjour. Bonjour. Content de vous avoir dans l'émission, c'est une première. Merci de votre invitation. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'Agirc Arrco, le régime des retraites complémentaires par rapport au régime général, comment on explique ça pour les nuls dont je fais partie ? En fait, c'est le régime complémentaire de la sécurité sociale qui permet d'assurer à chacun des salariés du secteur privé ou à tous ceux qui ont été salariés du secteur privé un complément de retraite obligatoire et qui, pour les cadres, par exemple, peut représenter en fait la retraite principale. Ça peut représenter 60% de la retraite globale. Quand on est cadre. Quand on est cadre, ça dépend en fait de votre profil de rémunération tout au long de votre vie. Voilà, donc ça concerne possiblement beaucoup de Français. Ça concerne en tout 60 millions de Français. Parce qu'en fait, entre les retraités d'aujourd'hui, les actifs d'aujourd'hui, puis tous ceux qui ont été à un moment ou à un autre salariés dans le secteur privé, en France et qui peuvent être toujours en France, mais comme commerçants, artisans, indépendants, ou qui ont pu partir à l'étranger, nous disons à l'Agirc Arrco, nous avons 60 millions de clients, nous avons 60 millions d'assurés. D'assurés, ouais. Alors votre actualité, donc régime de retraite complémentaire du privé, eh bien ce régime enregistre un excédent sur 2025. Oui, tenez-vous bien, 1,4 milliard d'euros. Alors autant on se dit que le régime général, on en parle tout le temps, va mal, on attend 6 milliards et quelques du déficit sur 2025, autant le vôtre se porte bien. On se dit mais comment c'est possible ? Comment on explique ce décalage ? Simplement. C'est possible parce que c'est le résultat du pilotage dans la durée, du pilotage pluriannuel, par les partenaires sociaux. Parce que le défi démographique reste le même. Le défi retraite générale ou complémentaire, il y a bien un problème, il y a de moins en moins de gens qui bossent et de plus en plus de retraités. C'est vrai qu'il y a une formidable bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Mais effectivement, il y a aussi une mauvaise nouvelle, on fait moins d'enfants, et donc le sujet. Mais quand les partenaires sociaux prennent des décisions à l'Agirc Arrco, ils raisonnent toujours à 15 ans. Ils regardent toujours l'effet cumulé à 15 ans. Et donc, ces résultats que vous évoquez ne sont pas une surprise, parce qu'elles sont conformes au pilotage pluriannuel des partenaires sociaux. Et leur travail, quand ils pilotent... Donc syndicats, patronat... et par la négociation... Ce petit monde qu'on voit à la télévision, souvent s'envoyer des noms d'oiseaux et jamais être d'accord, quand il s'agit de gérer ensemble le bien commun des retraites complémentaires, là, on trouve des façons de s'entendre. Parce qu'ils sont acteurs, parce qu'ils sont en responsabilité, et souvent parce qu'ils pensent aussi l'équilibre entre les générations. Parce que quand ils prennent une décision, en regardant l'impact cumulé à 15 ans, ils peuvent s'assurer que ce qui est accordé aux retraités d'aujourd'hui, ils pourront toujours, demain, après-demain, garantir que pour la génération suivante, pour ceux qui cotisent, parce que c'est la base de la répartition, nos cotisations servent à payer les retraites de nos parents et de nos grands-parents, pourront aussi avoir une retraite demain. Ça, c'est un élément qui est déterminant dans la durée pour garantir ce qu'on appelle le consentement à la cotisation. On accepte tous de cotiser, si on a la garantie que demain, on aura à son tour une retraite. Et donc, la cotisation, on cotise aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui. Oui. Et moi, quand je serai à la retraite, ceux qui Exactement. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, mais si, parce qu'il y a la garantie que ce qui est donné aux retraités d'aujourd'hui, grâce à nos cotisations, eh bien, on aura toujours la capacité, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, de pouvoir, pour notre génération, avoir une autre retraite. C'est pour ça qu'ils prennent des hypothèses économiques et démographiques raisonnables. C'est pour ça que, par ailleurs, nous avons des réserves, une règle d'or, qui dit que sur un horizon... 95 milliards, on va en reparler. Alors c'est à la fois beaucoup... Oui, on en parlera plus tard des réserves. On y viendra, voilà. Et en même temps, c'est une des manières d'incarner la solidité et la robustesse du pilotage. Je n'ai pas ma réponse à ma question. Pourquoi est-ce que le régime complémentaire fait 1,4 milliard d'euros d'excédent quand le régime général fait 6 milliards ? Certains disent qu'à l'Agirc Arrco, vous êtes quand même relativement épargné par le vieillissement. 28 millions d'actifs pour 14 millions de retraités en 2025. On a des populations qui sont comparables avec le régime général, mais c'est vrai que dans les décisions passées, quand les partenaires sociaux ont été amenés à décider des différentes revalorisations des retraites, ils ont tenu compte des progrès de l'espérance de vie, ils ont tenu compte aussi de ce que j'évoquais, de l'impact cumulé à 15 ans, où on sait que la démocratie politique, parfois, elle est plus soumise à la pression de l'instant. Alors que les partenaires sociaux, eux, ils ont la responsabilité du temps long. Je crois que pour notre pays, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle d'avoir des corps intermédiaires qui portent une part du bien commun du pays et qui arrivent, par leur pilotage, à aussi enjamber les cycles électoraux. Peut-être c'est plus dur de le dire comme je vais le dire moi, mais l'État qui se mêle de rien au niveau opérationnel, finalement, c'est ça le secret de ne pas avoir, que l'État ne s'occupe pas des retraites dans la gestion opérationnelle. C'est ça le secret de la réussite et de ses excédents ?
En tout cas, Pardon de le dire comme ça. à l'Agirc Arrco, le fait que ça soit une forme de paritarisme intégral, c'est-à-dire que les partenaires sociaux Sans décision de l'État. sont en responsabilité. Effectivement, ils ont des comptes à rendre, à vous, à moi, à l'ensemble des ressortissants du régime. Mais ce qui est vrai, c'est que là, ils sont en responsabilité. Et effectivement, l'État n'est pas présent dans la gestion paritaire. Mais en même temps, Et donc, voilà. les bons résultats qu'on évoque sont consolidés dans les comptes publics. Donc dans tous les cas, vu de Bruxelles, c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Mais je note quand même que le fait que l'État n'ait pas la main sur la gestion opérationnelle fait que le régime complémentaire est excédentaire. En tout cas, les partenaires sociaux assument leurs responsabilités. Le régime donc, complémentaire donc, qui est géré, il est excédentaire, c'est pas cette année, c'est tous les ans, hein, sauf en 2020. Où, Là, au moment du Covid, on n'est pas magicien à l'Agirc Non. Arrco, mais au moment du Covid, effectivement, on a été amené à avoir 5 milliards de recettes en moins. Ah bien. Parce qu'il y avait Bah oui. 9 millions de salariés en chômage partiel. Bah oui. Et pour autant, il n'y a pas eu d'impact sur le paiement des retraites. Parce que c'est là où justement où les réserves 100 milliards. sont ce rôle, les réserves. Alors 100 milliards, c'est le chiffre, c'est le compte de résultat annuel. Ouais. J'allais dire, c'est les recettes et les dépenses. Et puis on a aujourd'hui 91 milliards, vous l'avez rappelé, de réserves, qui ont un rôle d'amortisseur face aux aléas de l'économie et de la démographie. Et vous l'avez évoqué, au moment du Covid, du jour au lendemain, 9 millions de salariés ont été en chômage partiel, donc ils ont arrêté de cotiser. Vous avez tapé dans les... Et on a mobilisé les réserves. Ouais. Et donc, c'est là, les réserves, elles sont là juste pour lisser les cycles. Elles sont pas... C'est combien par an ce que vous versez aux retraités? 100 milliards. Ah, c'est le montant, en fait, vous avez une année, en fait, de réserve? On a 91 milliards, donc aujourd'hui, on a presque 11 mois. Oui, on a oui, presque voilà. 11 mois de réserve. Ok. Si vous n'étiez pas à la tête des régimes complémentaires, vous étiez à la tête du régime général, c'est quoi votre première décision? Et mon point derrière, au-delà de ça, c'est de se dire, il n'y a pas de fatalité à ce que le régime général soit condamné à être déficitaire, ou dit encore autrement, faudrait-il que les partenaires sociaux gèrent aussi le régime général? Il y a 3 questions l'une, mais elles sont toutes à peu près liées. Hein. Ces questions-là, alors dans ma fonction, j'aurais du mal à m'élever au-delà de ma condition. Ce qui est vrai, c'est que la question que vous évoquez, c'est une question qui a été posée, qui est régulièrement posée, mais ce qui marche à l'Agirc Arrco, est-ce que c'est exportable ailleurs? Oui. Et à la fois... Régime général. Voilà, c'est le régime général. Il faut avoir peut-être plusieurs à l'esprit. Premier à l'esprit, le régime général, c'est un régime de solidarité et pas un régime de contributivité comme l'Agirc Arrco. Le deuxième... Vous m'avez perdu là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, l'objectif du régime général, c'est d'assurer un minimum pour tous. Alors qu'à l'Agirc Arrco, votre retraite, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le reflet des cotisations de votre vie. Donc c'est pas exactement le même rôle dans le métier. Okay. Mais je pourrais développer si on avait un peu le temps. Le deuxième élément, c'est que comme c'est un régime de solidarité, c'est en partie financé par l'impôt. Et donc, c'est logique que les députés, les sénateurs, ils aient leur mot à dire, puisque c'est plus des cotisations sociales, c'est financé par l'impôt. Et puis, troisième élément, c'est aussi ce rôle de, finalement, comment se joue le rôle entre la démocratie sociale et les démocraties politiques. Donc, j'aurais du mal à vous faire une réponse, mais si ça fait partie de ces sujets qui reviennent régulièrement dans la question de l'opinion, donc je pense que poser la question aux partenaires sociaux, je crois que vous invitez régulièrement les présidents... On a Frédéric Souillot qui va venir dans les quelques jours. Vous pourrez interroger Frédéric Souillot comme les représentants des organisations autres. Mais quelles seraient les mesures à prendre pour redresser, selon vous, la barre du régime général, si vous étiez aux commandes? Je pense qu'en tout cas, un régime en répartition, il doit être équilibré dans la durée. Il peut accepter, comme nous on l'a connu au moment du Covid, ça se pilote dans la durée, donc on peut avoir des années où on est déficitaire. Mais dans la durée, un régime de retraite en répartition, il doit être équilibré. Pourquoi? Parce que, finalement, vous l'avez dit vous-même, si nos cotisations servent à payer les retraites de nos parents et de nos grands-parents, nos cotisations, qui va payer nos retraites? Et s'il y a de la dette, parce que quand on est en déficit, s'il n'y a pas de réserve, il peut y avoir de la dette, comment on rembourse la dette? Et donc on peut difficilement avoir des cotisations qui servent à la fois à payer les retraites et à payer de la dette. C'est le premier point. Puis le deuxième élément, la retraite, c'est un risque long. On cotise 40, 45 ans, et on est en retraite 25 ans en moyenne. Si on veut pouvoir entretenir ce que j'appelle le consentement à la cotisation, c'est-à-dire que les jeunes générations cotisent pendant 45 ans en ayant la garantie, s'ils ont le sentiment que le régime dans lequel ils cotisent n'est pas durablement équilibré, ça peut entretenir le doute. Et on sait qu'en économie, la confiance, c'est l'élément majeur. Et donc, pour entretenir la confiance dans la durée, la priorité, c'est qu'il y a un doute à avoir. Vous dites quoi à vos enfants? Moi, ce que je dis à mes enfants... Vous travaillez 40, 45 ans, vous leur dites, mets de côté à titre personnel? Non, parce que moi d'une part, ce que je dis à mes enfants, ce que je dis à tous les jeunes que je vois, c'est nous, à l'Agirc Arrco, on est là pour que
quand vous serez en retraite encore en 2100. C'est ce que je dis à tous les jeunes de 3e que je vois actuellement, parce que vu les données de l'espérance de vie, beaucoup de jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui seront toujours vivants en 2100. Donc notre mission à l'Agir Carco, c'est de s'assurer qu'en 2100, vous aurez toujours une retraite. Mais pour pouvoir faire cela, il y a d'abord vos choix de vie. Bien travailler à l'école, faire avoir un bon métier. Deuxième élément, quand vous ferez des choix de vie, faites-les en toute connaissance de cause. Et j'aurais tendance à dire, je peux le dire aussi à tous vos auditeurs, quand vous voulez faire des choix de vie, par rapport au discours général, allez sur le site de l'Agir Carco, il y a des simulateurs de retraite. Il y a un simulateur de retraite qui s'appelle Marel, qui est le simulateur de retraite maintenant de tous les systèmes de retraite, et vous pourrez faire des choix de vie de manière éclairée. Vous êtes salarié, vous voulez créer votre entreprise, regardez l'impact que ça peut avoir sur votre retraite en fonction du statut que vous allez choisir. Vous êtes à temps plein, vous envisagez un temps partiel, parce que sur ces questions-là, ce n'est pas une information sur la retraite qu'on veut tous, c'est une information sur notre future retraite à chacun d'entre nous. Et donc, tous les outils digitaux que nous avons mis en place, y compris qui maintenant incarnent les éléments d'épargne retraite, puisqu'il y a 15 millions de Français qui ont de l'épargne retraite, permettront à chacun d'entre nous de faire un choix éclairé. Mais ce choix éclairé, il doit être au maximum personnalisé, parce que vous-même, moi, on peut avoir des préférences, nos enfants, je dirais nos amis peuvent avoir des préférences différentes. Et l'important, c'est qu'en matière de retraite, il faut être acteur de sa future retraite, pour ne pas subir, mais au contraire faire un choix en toute connaissance. Quand on prolonge les courbes, notamment du régime général, quand on est jeune, on a quand même de quoi s'inquiéter sur l'idée que les pensions seront payées, en tout cas oui, elles seront payées, mais à quelle hauteur? Si c'est 2/3 de son dernier salaire, c'est une chose, si c'est 50%, si c'est 30% de son dernier salaire, c'est plus la même histoire. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a un premier élément, c'est sur les questions de démographie, effectivement, c'est le sujet qui nous préoccupe, nous, le plus aujourd'hui. C'est à la fois le reflet des progrès de l'espérance de vie, c'est le reflet de la natalité et de la fécondité, et ça c'est aussi un élément important. Et je pourrais dire aussi, c'est ce que je dis aux jeunes, je dirais cet élément-là, n'oubliez pas aussi que vous avez un rôle à jouer dans la pérennité du système par le nombre d'enfants que vous aurez. Puis il y a aussi la question du solde migratoire, la question de l'immigration. C'est un élément qu'on sait qui est sensible, mais c'est aussi un élément qui, quand on prend l'équation globale de tout le système de retraite, contribue ou pas à pouvoir, je dirais, comme ça a été dans l'histoire de notre pays, voilà. Et puis il y a par ailleurs l'économie, c'est des questions de conjoncture économique, c'est des questions de productivité, et les questions d'investissement sont des éléments majeurs, parce que d'avoir aussi une économie française qui produit des richesses, qui fait des gains de productivité, c'est un des éléments majeurs pour pérenniser le système de retraite. François-Xavier Selleret, si vous étiez aux commandes, je vous la repose la question, vous faites quoi du régime général ? C'est très théorique tout ça, évidemment, mais on se dit, ça marche à l'Agir Carco, les partenaires sociaux arrivent à s'entendre, mais le régime général, c'est 6 milliards encore de déficit. D'après le corps, on en sera sur 10, 20, 30 milliards dans les prochaines années, en cumulé d'ici 20 ans. On fait quoi? Français, parce que les Français, vous savez que les Français, ils ne veulent pas partir plus tard à la retraite. Alors, j'aurais du mal à répondre à la place des partenaires sociaux. Ce que je sais simplement, c'est que dans notre pays, on a trop longtemps considéré que l'État avait le monopole de l'intérêt général. Je pense que c'était la phrase de Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je pense que dans notre pays, si on veut que notre pays s'en sorte, si on veut que notre pays aille mieux, je dirais, s'appuyer davantage sur le rôle des corps intermédiaires. Vous évoquiez la question des partenaires sociaux, c'est aussi le rôle que peuvent jouer d'autres acteurs. Je pense que c'est dans tous les cas, je dirais un pari, une chance pour notre pays, que le maximum d'acteurs de notre pays portent une part du bien du commun du pays. Parce que si on veut que notre pays s'en sorte, si on veut que notre pays aille mieux, plus la responsabilité collective sera portée par le plus grand nombre d'acteurs, plus on aura une chance que notre pays aille beaucoup mieux. Dans le régime complémentaire, MEDEF et CGT s'entendent. Ce qu'on n'arrive pas à imaginer... Mais je pense qu'il faut se dire qu'ils sont en responsabilité, eux-mêmes, portent la responsabilité vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des retraités. Ce que je peux vous dire, c'est que la négociation sociale, ça marche. Ça marche depuis près de 80 ans. Alors, parfois, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est normal. Mais ce sentiment de responsabilité qui est fait qu'à la fin, on a le destin, la retraite de 60 millions de personnes, ceci donne une responsabilité collective majeure. On sait que c'est un sujet, la retraite, qui va revenir dans le débat, puisqu'il y a des élections présidentielles l'année prochaine. On sait que l'âge de la retraite, c'est un sujet qui est économiquement vertueux quand on augmente, quand on reporte l'âge légal. Politiquement, c'est explosif.
On va revenir sur ces sujets-là. Je veux dire, on n'y coupera pas. On n'a pas terminé avec l'histoire de l'âge de la retraite en France. Alors, je pense que ce sujet retraite, c'est la problématique de toutes les sociétés européennes occidentales. Nous sommes des sociétés vieillissantes. Et donc, ce sujet retraite, c'est toujours un sujet pour pérenniser le système de retraite, il y a des ajustements à faire. Et que ça soit... Enfin, des efforts, ajustements. Oui, des ajustements, mais en même temps, la formidable bonne nouvelle, on vit de plus en plus longtemps, quand même. Et on vit dans une meilleure forme. Pourquoi ? Parce qu'on est une société aussi qui s'est beaucoup tertiarisée. Et donc, finalement, quand on a été dans les services par rapport à l'industrie, le bâtiment ou le secteur agricole, on a eu des conditions de travail, au moins sur un plan physique, qui sont différentes. Donc ça, c'est pour ça que ces formidables progrès de l'espérance de vie, c'est quand même d'abord une formidable bonne nouvelle. Et donc, pour pouvoir s'assurer que cette formidable bonne nouvelle, on arrive à pérenniser toute la protection sociale, c'est vrai que ça demande un effort. Mais les Français, encore une fois, les Français n'en veulent pas. Vous dites quoi, encore une fois, aux Français qui veulent revenir majoritairement à 62 ans, l'âge légal, sachant qu'en effectif, aujourd'hui, on est à 63 et quelques, non Alors, aujourd'hui, l'âge moyen de départ, il est autour de 63 ans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai que pour un système de retraite, il y a 3 leviers. Il y a le montant des cotisations, et donc, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat des actifs. Ou le coût du travail. Ou le coût du travail, c'est les deux, qui est payé. Il y a le deuxième moment, il y a le moment du départ, et puis il y a le montant des retraites. Bon, c'est vrai, en tout cas, c'est que sur ces 3 éléments se jouent. Après, vous savez, je pense que sur ces questions-là, on aura toujours à faire davantage de pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique. D'expliquer. Non, mais personne ne veut une baisse de sa pension. Mais personne, personne ne veut. J'ai pas envie de payer plus de cotisations parce que j'ai envie de garder du pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc le seul levier qui reste, sauf augmenter le coût du travail des entreprises, c'est l'âge légal. Après, il ne s'agit certainement pas de baisser les retraites. Mais la question de comment on revalorise les retraites dans la durée, c'est des éléments. Par exemple, les partenaires sociaux, sur la période 2023-2026, ont dit, en hypothèse centrale, que les retraites étaient revalorisées comme les prix, moins 0,4. Parce que quand on a fait la négociation en 2023, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, dans les 15 prochaines années, garantir en dur cette référence au prix. Le gouvernement qui fait ça, on a dit... Mais on voit bien que ce sujet-là est un sujet qui est complexe, et quand les partenaires sociaux prennent des éléments en responsabilité, ils tiennent toujours compte aussi de l'équilibre entre les générations. Parce que la retraite par répartition, c'est un bien commun. C'est un bien commun de notre pays, mais c'est aussi un bien commun entre les salariés et les retraités. Et donc de pouvoir, bien sûr, chacun d'entre nous aimerait davantage rémunéré, et c'est humain, et c'est juste. Mais cet élément, ce bien commun, qu'on veut aussi transmettre à la génération suivante, à nos enfants, à nos futurs petits-enfants, on doit tous en prendre soin, et on doit tous contribuer à ce que, si on veut qu'il soit pérenne, c'est par l'effort de tous, c'est par une contribution de tous, parce qu'on ne peut pas avoir un élément où la force de la répartition, et vous l'avez rappelé vous-même, c'est que nos cotisations servent à payer les retraites de nos parents et de nos grands-parents. Certes, elles nous ouvrent des droits. Et donc, si on veut que la génération suivante continue à cotiser, on doit donner la garantie à chaque génération qu'elle aura une retraite, la meilleure possible, mais c'est par aussi cette contribution de chacun d'entre nous à la pérennité de ce bien commun. Donc, pour pérenniser le système des retraites et tendre vers l'équilibre, on en est loin. De nouveaux efforts sont à faire, à vous écouter. Pas seulement les Français, mais aussi les entreprises. Il faut que tout le monde fasse un petit effort. Je pense que cet élément-là, en tout cas, il faut toujours régulièrement poser ces questions de productivité, d'espérance de vie. Vous savez, nous, on évoquait la question des réserves. Nos réserves, elles ne dorment pas sur un livret A à la banque. Comment sont placés vos 91 milliards d'euros? Elles sont investies dans les... Qui ont rapporté 1,1 milliard. Alors, 1,1 milliard, ça c'est la partie c'est l'événement comptable. Sur l'année, elles ont rapporté près de 6%. Mais j'insiste... 6% de rendement. 6% de rendement qui correspond... savoir comment vous faites pour placer. Elles sont justement investies dans l'économie française et européenne, sous forme d'actions et d'obligations. Et donc derrière, elles accompagnent les entreprises dans l'évolution de leur modèle économique. Vous évoquiez la question des prix de l'énergie. Vous financez aucune boîte américaine? Vous n'avez pas d'actions américaines? On est à 90% investi en Europe. Ouais. À 90% investi en Europe, et ça depuis très longtemps. Parce que justement, notre responsabilité, c'est une de vos questions. Si on veut garantir la robustesse de la répartition dans la durée, on a absolument besoin de disposer demain, après-demain, d'économies, d'entreprises françaises, européennes, solides, robustes, qui dégagent des bons résultats, qui peuvent, je dirais, garantir à leurs salariés des bons salaires, donc de bonnes cotisations. Il y a une forme de cercle vertueux des réserves, une gestion d'actifs au service de la robustesse de la répartition dans la durée. C'est comme ça que ce modèle-là, qui depuis le début a été pensé comme une absence de recours à la dette, mais des réserves qui servent à la fois un rôle d'amortisseur face aux aléas, mais aussi une gestion d'actifs
qui est socialement responsable par ailleurs, mais qui pour autant a toujours resté investi dans l'énergie, dans la défense, ça c'est la robustesse aussi, c'est l'éthique de responsabilité des partenaires sociaux, ça permet de garantir, c'était votre question de tout à l'heure, dans la durée, une robustesse du modèle Agirc-Arrco, parce que finalement, cette gestion de l'actif, elle est investie au service de la répartition. Je note en tout cas que dans le débat qui va de nouveau s'ouvrir en 2027, vous ne prenez pas position sur « il va falloir travailler plus » pour pérenniser le système des retraites. Ce n'est pas un discours que vous voulez porter. En tout cas, ce n'est pas sur ce débat-là, mais après, vous savez, dans le débat... Parce que pour moi, c'est une question technique, ce n'est pas une question politique. Non, mais je pense que... Techniquement, on vieillit... Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que les jeunes générations arrivent plus tard sur le marché du travail. Donc, naturellement, elles vont partir plus tard en fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous savez comme moi qu'il y a des débats sur l'âge, des débats sur la question de la durée. Il y a aussi les débats sur ce qu'on appelle les conditions de départ anticipé. Donc, ce qui est vrai, en tout cas, c'est que un certain nombre de fois, quand on a des progrès de l'espérance de vie, c'est aussi de travailler un peu plus longtemps, rien que parce que vous l'avez dit vous-même, tout le monde veut une bonne retraite. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur les outils de simulation qu'on a mis à disposition. Le fait aussi, on est présent dans 600 lieux en France, on propose 400 000 rendez-vous chaque année. Il y a à la fois des règles collectives qui nous guident, et en lien avec le vieillissement, mais aussi en lien avec la hausse de l'espérance de vie, et en lien aussi avec une arrivée plus tardive dans la vie professionnelle. Mais il y a aussi des choix individuels. Personne ne veut aussi... je dirais, subir ces éléments-là. Et l'outil de simulation qu'on a évoqué, qui a eu 25 millions de simulations l'année dernière, permet à chacun d'entre nous, en toute connaissance de cause, de faire des choix sur le quand et le combien. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a aussi la possibilité de choisir. Si je pars à tel âge, tout régime de retraite confondu, combien j'aurai. Si je pars un peu plus tôt, combien j'aurai. Dans le cas des règles collectives, il est possible de faire des choix individuels. En tout cas, il y a des pays où il n'y a pas de choix politique, ou parce qu'il y a... Le report de l'âge suit l'allongement de la durée de vie à la retraite, et quelque part, ça dépolitise un peu le sujet. Alors, ce débat-là, en tout cas, ce qui est vrai, alors quand vous regardez les exemples des pays étrangers, les nordiques, il y a un sujet du vieillissement, là, qui ont connu une baisse de la natalité beaucoup plus tôt que la nôtre. Donc ça, c'est aussi des éléments pour lesquels... C'est aussi des pays où il y a un corps social qui est de quelques millions, et c'est vrai que c'est plus facile de gérer un pays de quelques millions qu'un pays de 70 millions. Ouais. Comme disait le général de Gaulle, voilà, la richesse de notre pays par la diversité de ses fromages et autres. Mais c'est aussi, ce qui est vrai, c'est qu'on a un sujet du vieillissement, et le fait de travailler plus longtemps est un élément qui va de pair avec les questions d'espérance de vie. Mais ce que je veux dire par là, pour ne pas rentrer dans un débat technique, parce que c'est un débat sur lequel la pédagogie et chacune des organisations syndicales et patronales qui est présent à l'Agirc-Arrco a sa propre vision sur le mix, si vous me permettez, sur la répartition de la contribution. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas trop prendre position, pour ne pas vous mettre en porte-à-faux par rapport j'ai un devoir à la CGT. Non, j'ai un devoir de réserve dans le cadre de mes fonctions, et donc ma mission, c'est de leur permettre de faire des choix éclairés par la négociation, et toujours, une négociation, c'est chacun faire une partie du chemin. Ouais. Il faut qu'on parle d'un autre sujet explosif, l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système des retraites. Est-ce que vous y êtes favorable ? Michel Econny, Roland Lescure semble, lui, pour le coup, être favorable à ça. D'ailleurs, il rappelle que, je crois que c'est lui, je ne sais plus, qui rappelait qu'il y avait une dose de capitalisation pour les fonctionnaires qui existent déjà. Donc, pour ce qu'on fait pour les fonctionnaires, pourquoi on ne le ferait pas pour les salariés du privé ? Alors, il y a déjà peut-être plusieurs éléments de chiffres là-dessus, même si les positions des uns et des autres peuvent varier aussi. Premier élément, il y a 15 millions de Français qui ont un contrat à l'épargne retraite. 15 millions. Donc déjà, mais en plus... À titre personnel, vous voulez dire ? À titre personnel ou à titre collectif, donc par la négociation. Le PER, voilà, exactement. Par la négociation, il y avait ce qu'on appelait des PERCO, des PE, qui ont été mis en place dans un certain nombre d'entreprises et de branches. C'est individuel, ça. Alors, à titre individuel, oui, mais ça peut être parfois un cadre collectif, oui, mais que ça a été au niveau d'une entreprise. Exactement. C'est déjà un élément, mais il y a aussi des éléments à titre individuel. Ça, c'est déjà peut-être le premier élément pour dire, et c'est pour ça que si je continue à faire un peu de publi-reportage pour les services que nous avons développés en interrégime, pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs qui iront voir le site internet de l'Agirc-Arrco, ils pourront aussi regarder si les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé, ils ont des droits qui ont pu se constituer par le passé. C'est déjà un premier élément. L'outil de simulation embarque tous les éléments de retraite, qu'elles soient à titre obligatoire ou au titre de l'épargne retraite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'une des questions qui est posée, c'est que si on veut pouvoir généraliser cette forme de troisième étage par capitalisation, c'est comment on le fait ? On l'a dit tout à l'heure, nos cotisations retraite obligatoires servent à équilibrer la répartition. Donc elles ne peuvent pas être utilisées pour la capitalisation. Là, il y aurait un sujet, la même cotisation retraite. Donc, si on veut pouvoir, généraliser un troisième étage, c'est comment on le fait, que ce soit en termes de coût du travail, vous l'avez évoqué, ou d'impact sur le pouvoir d'achat. Et c'est là où on rentre dans un sujet. Et puis par ailleurs, notre pays ne manque pas d'épargne.
puisqu'on a en tout, de mémoire, 6 000 milliards d'euros d'épargne combien. Est-ce qu'une partie de l'épargne actuelle peut être davantage une épargne longue? C'est aussi ces questions-là, en tout cas, vous voyez, pour ne pas en faire un débat de guerre de religion, qui me semble, mais plutôt sur si on veut pouvoir avancer sur ces questions-là. Et puis enfin, dernier point, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne au bout de 5 ans? Je vais vous prendre un exemple simple. L'autre jour, je faisais la démonstration auprès d'une personne. Quelqu'un me disait, j'ai 30 000 euros sur mon contrat d'épargne retraite. Et je lui disais, mais 30 000 euros, est-ce que vous avez une idée de combien ça vous rapportera en retraite? Et la personne ne savait pas me dire. Je lui dis, 30 000 euros, je vais faire une petite règle de 3 toute simple. Oui. Ça peut représenter 100 euros par mois pendant toute votre retraite. Donc vous voyez bien que la retraite en capitalisation... Il a dû être déçu, hein? Non, parce que je pense que la retraite, c'est du stock, c'est la vie. Et donc, je pense que tous ces éléments qu'on évoque en montant en euros, il faut toujours les ramener à un montant mensuel sur toute la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme la question des 91 milliards. On évoque à la Jack ça fait 2,5% des 3 500 milliards d'euros que nous aurons à verser pendant les 40 prochaines années. Et là, on illustre bien qu'en matière de retraite, il y a certes le résultat annuel, mais il y a surtout l'importance du pluriannuel. C'est pour ça que quand les partenaires sociaux raisonnent à 15 ans, ils se disent toujours, quand je dois décider d'une revalorisation des retraites, je veux m'assurer pouvoir la financer, l'impact cumulé à 15 ans. C'est ça qui change tout par rapport au régime général. C'est ça qui est important. Et c'est aussi un des éléments qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est comment on a une vision viagère, excusez-moi pour être un peu technicien, sur ces questions-là, et pas uniquement d'un solde, d'un montant en capital, mais qui ne traduit pas effectivement qu'est-ce que ça veut dire sur toute une vie à la retraite. Allez, merci à vous. François-Xavier Selle, restait très clair. Directeur général de l'Agirc Arrco, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt.